À 38 ans, il s'était bâti une solide carrière d'architecte à Lyon, concevant des maisons modernes qui alliaient éco-responsabilité et élégance. Sa femme, Mathilde, était avocate d'affaires dans l'un des cabinets les plus prestigieux de la ville, connue pour sa position implacable lors des négociations et son ambition professionnelle. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement de réseautage 3 ans plus tôt, et ce qui avait commencé comme une conversation informelle sur l'urbanisme s'était transformé en dîner fréquent, en escapade le week-end. Et finalement en une demande en mariage dans un grand domaine viticole du Beaujolais. Leur mariage avait été parfait, une cérémonie dans un jardin botanique avec 200 invités, des fleurs blanches sur chaque table et des vœux écrits à la main qui avaient tiré des larmes à la moitié des convives. 5 mois plus tard, Antoine se surprenait encore à jeter des coups d'œil à l'alliance en or sur son doigt en souriant intérieurement, s'émerveillant de la chance qu'il avait. C'était un jeudi ordinaire lorsque Lucas, le petit frère d'Antoine, envoya un message dans la conversation de groupe familial. À 26 ans, Lucas travaillait comme monteur vidéo indépendant et passait son temps à organiser ses fichiers numériques de manière obsessionnelle. Le message disait « J'ai retrouvé de vieilles vidéos. Regardez à quel point l'enterrement de vie de jeune fille de Mathilde était hilarant, MDR. » Un fichier vidéo de 32 minutes y était joint. Antoine était au bureau, en train de réviser les plans d'un projet résidentiel à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, lorsque la notification est apparue. Mathilde était en rendez-vous client et ne rentrerait qu'en fin d'après-midi. Il cliqua sur la vidéo, s'attendant à voir sa femme et ses amis jouer au jeu typique des enterrements de vie de célibataires, peut-être des défis gênants ou des toasts émouvants. La vidéo commença exactement comme il s'y attendait. Mathilde se trouvait dans une salle louée dans le quartier de la Confluence, décorée de ballons rose gold et de banderoles scintillantes. Elle portait un diadème ridicule sur lequel était écrit « Futur marié » et une courte robe blanche. Ses amis l'acclamaient, riaient et remplissaient des flûtes de champagne. Antoine reconnut la plupart d'entre elles, Julie, la meilleure amie de Mathilde depuis l'université, Charlotte, une collègue du cabinet d'avocats, et 5 autres femmes qu'il avait rencontrées au mariage. La caméra, tenue par l'une des amies, capturait des moments chaotiques mais innocents. Mathilde participa à un jeu de questions embarrassantes, puis dansa sur des chansons pop des années 2000. Antoine gloussa pour lui-même, prenant une gorgée de café froid en regardant. À la 12e minute, l'atmosphère changea. La musique devint plus forte, puis un homme apparut sur la vidéo, grand, brun, musclé, portant un pantalon de costume noir et une chemise blanche moulante. Antoine supposa qu'il s'agissait d'un serveur ou d'un employé de la salle. Mais les amis commencèrent à crier et à pousser Mathilde vers lui. Une légende à l'écran, ajoutée par la personne qui avait monné les images originales, disait « Surprise ». C'était un stripteaseur. Antoine leva les yeux au ciel mais continua à regarder, s'attendant à voir Mathilde refuser maladroitement toute interaction. Au lieu de cela, ce qu'il vit lui noua l'estomac. Mathilde ne s'est pas contentée d'accepter la danse. Elle attrapa l'homme par sa cravate, s'assit sur une chaise au centre du cercle d'amis et le laissa bouger de manière provocante contre elle. Ses amis hurlaient des encouragements. La caméra tremblait alors que la personne qui filmait riait de façon incontrôlable. Antoine pinça les lèvres mais tenta de relativiser. C'était un enterrement de vie de jeune fille. Ces choses-là arrivaient. Cela ne voulait rien dire. Mais ensuite, à 13 minutes et 40 secondes, Mathilde se leva, prit le visage du stripteaseur à 2 mains et l'embrassa. Ce n'était pas un bisou rapide ou amusant. C'était un baiser profond, prolongé, avec la langue, qui dura au moins 15 secondes pendant que ses amis explosaient en cris hystériques. Antoine mit la vidéo en pause. Ses mains tremblaient légèrement. Il regarda autour de lui dans le bureau vide, comme s'il avait besoin de confirmer qu'il regardait vraiment cela seul. Il prit une grande inspiration et continua. Le baiser prit fin, et Mathilde, les joues empourprées et affichant un sourire qu'Antoine reconnaissait de leurs moments intimes, dit quelque chose d'inaudible au stripteaseur. Il hocha la tête. Puis, à la 14e minute, Mathilde attrapa la main de l'homme et l'entraîna vers le fond de la salle, hors de la vue de la caméra. L'ami qui filmait cria « Regardez ça, la mariée n'en peut plus !» Et tout le monde rit. La caméra resta concentrée sur la fête. Julie, la meilleure amie, hurla « La mariée profite de sa dernière nuit de liberté, les filles !» Encore des rires. Encore du champagne versé. Antoine avança rapidement la vidéo. 14 minutes. 15. 17. 20.
Mathilde ne réapparaissait pas. La caméra filmait parfois la porte du fond, mais elle restait fermée. Ses amis dansaient, prenaient des photos, et certaines commençaient visiblement à être ivres. À la 29e minute, la porte s'ouvrit enfin. Mathilde en sortit. Antoine mit de nouveau en pause et zooma sur l'écran de son téléphone. La robe blanche de Mathilde était légèrement froissée sur le côté gauche. Son rouge à lèvres rouge vif, parfait au début de la vidéo, était complètement étalé. Ses cheveux, qui étaient coiffés en un chignon élégant, avaient maintenant des mèches détachées tombant sur ses épaules. Elle souriait mais semblait légèrement désorientée. Le stripteaseur émergea quelques secondes plus tard, réajustant sa chemise. Personne ne fit de commentaires explicites, mais Charlotte cria « 15 minutes ». « Ma belle, crache le morceau ». Mathilde se contenta de rire et attrapa une flûte de champagne, changeant rapidement de sujet. Antoine ferma la vidéo. Il vérifia la date du fichier, envoyé par Julie au groupe 3 jours avant le mariage. 3 jours avant que Mathilde ne remonte l'allée et ne promette une fidélité éternelle. Une vague de chaleur monta dans son cou, suivie d'un frisson glacial. Il essaya de trouver des explications rationnelles. Peut-être qu'elle avait juste discuté avec le gars. Peut-être qu'elle s'était sentie mal et qu'il l'avait aidée. Peut-être que la vidéo ne montrait pas toute l'histoire. Mais 15 minutes? La robe froissée? Le rouge à lèvres étalé? Antoine connaissait Mathilde depuis 3 ans. Elle était méticuleuse quant à son apparence. Elle ne sortirait jamais de toilette avec du rouge à lèvres étalé sans le corriger. Il fut incapable de travailler le reste de la journée. Il fixait les plans sur l'écran de son ordinateur mais ne pouvait assimiler la moindre ligne ou mesure. À 17h20, Mathilde rentra à la maison. Antoine était assis dans le salon, tenant son téléphone. Mathilde entra en souriant, posa sa sacoche en cuir sur le canapé et lui demanda comment s'était passée sa journée. Antoine ne répondit pas. Il lui tendit simplement son téléphone, en pause sur la scène du baiser. Mathilde fronça les sourcils, prit le téléphone et regarda l'écran. Son expression changea instantanément. Le sourire disparut. La couleur quitta ses joues. « Antoine, je peux t'expliquer, commença-t-elle, mais sa voix était faible. Il croisa les bras. « S'il te plaît, explique. Explique pourquoi tu as embrassé un stripteaseur 3 jours avant de m'épouser. Explique où tu as disparu avec lui pendant 15 minutes. » Mathilde s'assit lentement sur le canapé, tenant toujours le téléphone. Elle ne regardait pas Antoine. « C'était juste un bisou, Antoine. J'étais ivre. C'était stupide, je sais, mais ça ne voulait rien dire. Les filles devenaient toutes folles, me mettaient la pression, et je me suis laissé emporter. C'était une erreur. » Antoine fit un pas en avant. « Et les 15 minutes où tu as disparu avec lui? Tu es revenu avec ta robe froissée et sans rouge à lèvres. Que s'est-il passé, Mathilde ?» Elle leva les yeux, et Antoine vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, une panique pure. « Nous avons juste discuté. Je me sentais mal à cause de l'alcool, et il m'a aidé à aller aux toilettes du fond. Nous avons parlé pendant que je reprenais mes esprits. C'est tout. » Antoine reprit le téléphone. « Tu te sentais mal mais tu es revenu en souriant. Tu te sentais mal mais tu as continué à boire du champagne après? Mathilde, ne me sous-estime pas. » Elle commença à pleurer, de vraies larmes, les épaules tremblantes. « Antoine, je t'en supplie. C'était une erreur. Ça ne voulait rien dire. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. C'était juste le stress d'avant le mariage, une crise stupide que j'ai eue. S'il te plaît, crois-moi. » Antoine resta silencieux un long moment. Une partie de lui voulait y croire. Une partie de lui voulait la serrer dans ses bras et tout oublier. Mais quelque chose dans son histoire ne collait pas. Quelque chose dans sa réaction semblait trop calculé. « J'ai besoin d'espace, finit-il par dire. Je vais dormir au cabinet ce soir. » Mathilde se leva d'un bond. « Non, Antoine, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons en parler. Nous pouvons arranger ça. » Il prenait déjà ses clés de voiture. « On en parlera demain. » Il partit sans se retourner. Cette nuit-là, allongé sur le canapé étroit du bureau partagé qu'il louait avec 2 confrères, Antoine ne parvint pas à dormir.
Il regarda la vidéo 5 fois de plus. Chaque visionnage révélait de nouveaux détails, l'intimité du baiser, la façon dont Mathilde touchait le visage du stripteaseur, la désinvolture avec laquelle elle l'attirait vers la pièce du fond. Cela ne ressemblait pas à de la nervosité. Cela ressemblait à une intention. Le vendredi matin, Antoine prit une décision. Il appela un détective privé qu'un collègue architecte avait engagé lors d'un divorce houleux. L'homme, un ancien gendarme nommé Marc Lambert, décrocha à la deuxième sonnerie. Antoine expliqua la situation directement, sans édulcorer. Marc écouta en silence et dit « Je peux obtenir des informations de base en 48 heures. Si vous voulez des détails approfondis, cela prendra une semaine. » Antoine répondit « Je veux tout savoir. Qui il est, où il travaille, s'il y a eu des contacts depuis cette nuit-là. » Marc agit rapidement. Dès le lundi matin, il appela Antoine. « J'ai trouvé le type. Il s'appelle Enzo Ruiz, 29 ans, travaille comme stripteaseur et coach sportif dans la région lyonnaise. L'agence qu'il a engagée pour l'enterrement de vie de jeune fille s'appelle Elite Événements. J'ai parlé discrètement avec le gérant. Il a confirmé qu'Enzo travaille pour eux et qu'il a la réputation d'être, disons, très populaire auprès des clientes. Légalement, je ne peux pas vous fournir de messages privés ou de détails de communication, mais je vous suggère de vérifier le téléphone de votre femme si vous en avez l'occasion. » Antoine le remercia et raccrocha. Ce soir-là, pendant que Mathilde prenait sa douche, il attrapa son téléphone sur la table de nuit où il chargeait. Elle ne lui avait jamais caché son code de déverrouillage. Il ouvrit ses messages et chercha. Cela ne prit pas longtemps. C'était là, Enzo suivi d'un emoji biceps. La conversation avait commencé 3 semaines avant l'enterrement de vie de jeune fille. Mathilde l'avait contacté via son Instagram pour lui demander des informations sur le coaching sportif. Il avait répondu avec un intérêt évident. Au cours des jours suivants, les messages devinrent de plus en plus intimes. Elle flirtait ouvertement. Il lui rendait l'appareil. Puis Antoine vit quelque chose qui lui retourna l'estomac, des messages récents. 2 longs échanges après le mariage. Antoine fit défiler le fil de discussion, les mains tremblantes. Après le mariage, murmura-t-il pour lui-même. Le premier échange post-mariage datait d'il y a 3 semaines. Mathilde avait écrit « Je m'ennuie. Tu es libre aujourd'hui. » Enzo avait répondu avec une adresse, un hôtel de banlieue discret près du périphérique. Elle avait confirmé « J'y serai à 15 heures. » La deuxième conversation datait d'il y a 10 jours. Même schéma. Elle initiait le contact, il suggérait un endroit, elle confirmait sa venue. Antoine continua de creuser. Il trouva des photos, des selfies que Mathilde avait envoyées à Enzo. Certaines avaient clairement été prises dans des chambres qu'Antoine reconnaissait comme des intérieurs d'hôtels bon marché. D'autres étaient plus explicites, la montrant en lingerie. Les dates correspondaient à l'heure des messages. Antoine entendit l'eau de la douche s'arrêter. Il prit rapidement des captures d'écran et se les envoya sur son propre téléphone, effaça l'historique d'envoi et remit son téléphone exactement où il était. Lorsque Mathilde sortit de la salle de bain, il était allongé dans le lit, fixant le plafond. Elle sourit et mentionna sa longue journée. Antoine marmonna une réponse vague. Il passa le reste de la nuit en silence, rejouant mentalement tout ce qu'il avait découvert. Le lendemain, il rappela Marc et partagea les preuves. Le détective fit une pause et dit « C'est tout ce dont vous avez besoin. Avec ces messages et la vidéo, vous avez un dossier de divorce pour faute en béton. » Antoine passa le reste de la journée sous le choc. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, Mathilde préparait le dîner, essayant d'agir comme si de rien n'était. Elle lui adressa un sourire nerveux lorsqu'il entra. « J'ai préparé ton plat préféré. Je me suis dit qu'on pourrait discuter calmement. » Antoine posa sa sacoche sur la table de la cuisine et croisa les bras. « Mathilde, j'ai vu les messages sur ton téléphone. » Son sourire se figea. « Quoi ?» Il poursuivit, chaque mot étant tranchant. « Je connais le nom du stripteaseur, Enzo Ruiz. Je sais que tu lui as envoyé des messages avant l'enterrement de vie de jeune fille. Je sais que tu l'as retrouvé il y a 3 semaines dans un hôtel près du périphérique. Je sais que tu l'as revu il y a 10 jours. Et j'ai des captures d'écran de tout. Alors, Mathilde, maintenant je veux la vérité. » Mathilde lâcha la cuillère qu'elle tenait. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Les secondes passèrent.
Puis elle recommença à pleurer, mais cette fois, Antoine vit clairement que ce n'était pas des remords. C'était la panique d'avoir été prise au piège. Antoine, je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Il fit un pas en avant. Tu ne voulais pas que je la prenne du tout. Combien de fois, Mathilde? Combien de fois as-tu couché avec lui? Elle se recroquevilla sur elle-même, tremblante. 3 fois. À l'enterrement de vie de jeune fille et les 2 fois après. Antoine sentit son sang bouillir. 3 fois. Tu m'as trompé 3 jours avant de me promettre fidélité éternelle. Puis tu m'as trompé 2 fois en portant l'alliance que je t'ai offerte. Pourquoi? Mathilde finit par le regarder, et ce qu'Antoine vit dans ses yeux n'était ni de l'amour ni des regrets. C'était quelque chose de plus simple et de plus cruel, une justification. Parce que j'avais peur, Antoine. Peur de me marier et de ne plus jamais ressentir cette adrénaline, cette excitation. Tu es trop parfait. Notre vie est trop parfaite. Tout est planifié, organisé, aucune surprise. Enzo, c'était juste quelque chose de différent. Quelque chose qui m'a fait me sentir vivante. Antoine rit, un son amer et sans joie. Donc, tu as détruit notre mariage parce que tu t'ennuyais? Parce que je suis trop parfait? Mathilde essaya de s'approcher de lui, mais il recula. Ce n'était pas seulement de l'ennui. Je t'aime, Antoine, mais avec lui ce n'était que du sexe. Aucun engagement, aucune pression. C'était mal, je sais, mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Antoine secoua lentement la tête. Non, Mathilde. Tu ne m'aimes pas. Les gens qui aiment ne font pas ça. Les gens qui aiment ne trompent pas 3 fois en mentant effrontément. Tu aimes la vie que je t'ai donnée, la maison, le statut, la stabilité, mais tu ne m'aimes pas. Il reprit sa sacoche. J'ai déjà consulté un avocat. Les papiers du divorce sont prêts. Tu les recevras demain. Mathilde paniqua visiblement. Antoine, non. S'il te plaît, on peut aller en thérapie. On peut reconstruire tout ça. Je couperai tout contact avec lui. Je le promets. Je ferai n'importe quoi. Antoine était déjà à la porte. Tu as eu 3 occasions de faire ce qu'il fallait. À l'enterrement de vie de jeune fille, quand tu aurais pu t'arrêter au bisou. Au premier rendez-vous à l'hôtel, quand tu aurais pu bloquer son numéro. Au deuxième rendez-vous, quand tu aurais pu m'avouer la vérité. Tu n'as saisi aucune de ces occasions. Alors maintenant, je saisis la mienne. Dans les jours qui suivirent, Antoine découvrit quelque chose d'inattendu. Mathilde était enceinte. Elle le lui annonça lors d'une tentative désespérée de réconciliation, débarquant à son bureau avec un test de grossesse positif à la main. Antoine, je suis enceinte. C'est notre bébé. Notre famille. S'il te plaît, réfléchis à ça avant d'aller au bout du divorce. Antoine regarda le test, ressentit une brève lueur d'espoir irrationnel, puis l'écrasa. Quand l'as-tu découvert? Mathilde hésita. Hier. Antoine fit le calcul dans sa tête. Mathilde avait eu ses règles il y a 6 semaines. Ils avaient fait l'amour quelques fois depuis, mais elle avait aussi vu Enzo il y a 3 semaines. Je veux un test de paternité. Avant toute discussion sur ce bébé, je dois être sûr qu'il est de moi. Mathilde pâlit. Tu ne me fais même pas confiance là-dessus? Antoine la fixa froidement. Tu m'as trompé 3 fois et tu m'as menti à plusieurs reprises. Non, Mathilde, je ne te fais confiance sur rien. Le test de paternité fut programmé pour la semaine suivante, dès qu'il put être effectué en toute sécurité via un dépistage sanguin fœtal. Antoine passa ces 7 jours dans les limbes émotionnelles. Une partie de lui priait pour que le bébé soit le sien, qu'au moins quelque chose puisse être sauvé de ce désastre. Une autre partie savait, au fond de lui, que ce n'était pas le cas. Les résultats arrivèrent le vendredi. Antoine était seul dans son bureau lorsque l'email du laboratoire apparut sur son écran. Il ouvrit le fichier joint. Probabilité de paternité, 0%. Le bébé n'était pas de lui. Il était d'Enzo. Antoine lut la ligne 3 fois avant que cela ne fasse vraiment sens. Il appela Mathilde immédiatement. Elle répondit d'une voix pleine d'espoir. Alors? Antoine fut direct. Il n'est pas de moi. Il est d'Enzo. Un silence de mort à l'autre bout du fil.
Puis il entendit un sanglot étouffé. Antoine. Il raccrocha. Le lendemain, Antoine reçut un appel inattendu. C'était Béatrice, la mère de Mathilde. Béatrice, une ancienne professeure de littérature de 62 ans, sévère, connue pour ses opinions tranchées et son manque de filtre. Antoine, Mathilde m'a tout raconté. Je veux que tu saches que je suis absolument horrifié. J'ai mieux élevé ma fille que ça. Antoine ne sut quoi dire. Béatrice poursuivit, la voix tremblante d'une colère contenue. Elle a toujours été impulsive. Elle a toujours fait des choix égoïstes. Mais ça, te tromper 3 fois, tomber enceinte d'un autre homme alors qu'elle est mariée, c'est impardonnable. Je veux que tu saches que tu as mon soutien total. Si tu as besoin d'un témoignage pour le divorce, je témoignerai. Antoine était abasourdi. Vous témoigneriez contre votre propre fille? Béatrice n'hésita pas. Je témoigne pour la vérité. Mathilde a commis une grave erreur. Tu ne mérites pas de payer pour ça. Et franchement, Antoine, tu étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Elle a tout gâché. Ce soutien inattendu donna à Antoine une force dont il ignorait avoir besoin. Le divorce fut prononcé rapidement. Avec les preuves du détective, les messages, les photos, le test de paternité, et même le témoignage de la propre mère de Mathilde, l'avocat d'Antoine monta un dossier dévastateur. Même si le droit français privilégie souvent les accords à l'amiable, les preuves accablantes permirent d'obtenir un divorce pour faute exclusive de l'épouse. Garantissant que Mathilde ne recevrait aucune prestation compensatoire et qu'Antoine conserverait la majeure partie du patrimoine acquis pendant leur bref mariage, y compris la maison qu'il avait achetée 2 ans avant de la rencontrer. Le coup de grâce final eut lieu lors de l'une des audiences préliminaires. Enzo Ruiz fut notifié de la demande de recherche de paternité par Mathilde. Non seulement il nia toute responsabilité, mais il la bloqua sur tous les réseaux sociaux et changea de numéro de téléphone. Lorsque l'avocat de Mathilde essaya de le contacter pour obtenir une pension alimentaire, ils découvrirent qu'Enzo avait un passif de 3 affaires similaires dans d'autres régions. Il était connu pour mettre des clientes enceintes et disparaître. Mathilde était seule. Le coup le plus dur pour Mathilde vint de son travail. Son cabinet d'avocat incluait une clause de probité et de bonne conduite dans les contrats de ses collaborateurs. Lorsque les rumeurs du scandale se répandirent à travers les ragots du palais de justice, Mathilde fut convoquée à une réunion avec les associés principaux. Ils furent directs. La réputation du cabinet ne pouvait être entachée par un scandale personnel de cette ampleur. Ils lui offrirent le choix de démissionner ou d'être licenciée. Mathilde démissionna. 5 mois après avoir découvert la vidéo, Antoine était assis dans un café de la presqu'île attendant sa nouvelle compagne, Élise, une architecte paysagiste qu'il avait rencontrée lors d'un projet professionnel. Élise avait 3 ans de plus, était divorcée, sans enfant, et possédait une honnêteté rafraîchissante qu'Antoine en était venu à valoriser par-dessus tout. Pendant qu'il attendait, Mathilde entra dans le café. Antoine la vit avant qu'elle ne le voie. Elle était visiblement enceinte de 7 mois, portant des vêtements simples et bon marché qui contrastaient fortement avec les tailleurs de créateurs qu'elle avait l'habitude de porter. Des cernes assombrissaient ses yeux, et ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval négligée. Elle commanda un café classique au comptoir, comptant manifestement ses pièces de monnaie. Lorsqu'elle se retourna, ses yeux croisèrent ceux d'Antoine. Elle se figea. Antoine se contenta de hocher la tête, neutre, ni hostile ni amical. Mathilde s'approcha lentement de sa table. « Salut, Antoine. » Il répondit calmement, « Mathilde. » Elle baissa les yeux vers son ventre, puis le regarda à nouveau. « Je voulais m'excuser. Vraiment. Pour ce que j'ai fait. Tu ne méritais rien de tout ça. » Antoine prit une gorgée de café. Non, en effet. Un silence gênant s'ensuivit. Mathilde réessaya. « Est-ce que tu vas bien? » Antoine hocha la tête. « En fait, je vais très bien. Et toi? » Mathilde eut un sourire fatigué et triste. « Je survis. Je travaille dans un petit cabinet de banlieue, je gagne un tiers de ce que je gagnais avant. Enzo a complètement disparu. Mes parents m'aident financièrement, mais me parlent à peine. La plupart de mes amis m'ont tourné le dos. Julie est la seule qui soit restée, mais même elle garde ses distances. » Antoine écoutait sans montrer d'émotion. La voix de Mathilde se brisa légèrement alors qu'elle poursuivait.
J'ai tout gâché, Antoine. Je le sais. J'ai détruit la meilleure chose que j'avais pour une stupide poussée d'adrénaline. Je voulais que tu saches que je le regrette tous les jours. Antoine posa sa tasse et la regarda droit dans les yeux. Mathilde, je te crois quand tu dis que tu regrettes. Mais tu n'as pas regretté quand tu as embrassé Enzo à ton enterrement de vie de jeune fille. Tu n'as pas regretté quand tu es allé dans cet hôtel 3 semaines après m'avoir épousé. Tu n'as pas regretté quand tu y es retourné 10 jours avant que je découvre tout. Tu n'as regretté que lorsque tu as été prise au piège. Quand tu as dû faire face aux conséquences. Ce ne sont pas de vrais regrets. C'est juste de la tristesse face à ce que tu as perdu. Mathilde commença à pleurer silencieusement. Je t'aimais, Antoine. Je t'aime ENC. Il leva la main, la coupant. Non. Tu ne m'aimais pas. Tu aimais ce que je représentais, la sécurité, la stabilité, le statut. Mais le véritable amour ne fait pas ce que tu as fait. Élise entra dans le café à ce moment-là, vit Antoine et lui fit un signe de la main avec un sourire chaleureux. Antoine lui sourit en retour et se leva. Il regarda Mathilde une dernière fois. Je te souhaite sincèrement bonne chance avec le bébé. Mais toi et moi n'avons plus rien à nous dire. Prends soin de toi. Il s'éloigna et rejoignit Élise à la porte. Elle murmura, tout va bien, alors qu'il sortait. Antoine jeta un coup d'œil rapide en arrière et vit Mathilde assise seule, pleurant sur la table. Il se tourna vers Élise et répondit honnêtement, tout va parfaitement bien. 2 mois plus tard, Antoine apprit par des connaissances communes que Mathilde avait donné naissance à un garçon et qu'elle luttait financièrement et émotionnellement en tant que mère célibataire. Enzo ne s'était jamais présenté et faisait l'objet d'une plainte pour pension alimentaire, une procédure qui n'aboutirait probablement à rien puisqu'il déménageait sans cesse d'une région à l'autre. La mère de Mathilde offrait une aide minimale, et leur relation restait très distante. Julie, la meilleure amie qui savait tout et n'avait jamais rien dit à Antoine, fit également face à des conséquences lorsque d'autres découvrirent sa complicité. Elle perdit toute crédibilité dans son cercle social. Antoine, quant à lui, était sincèrement heureux. 7 mois s'étaient écoulés depuis que Lucas avait envoyé cette vidéo. Élise et lui vivaient ensemble depuis 3 mois dans un grand loft rénové qu'il avait conçu lui-même. Il ne pensait plus à Mathilde tous les jours. Parfois, des semaines entières passaient sans qu'elle ne lui traverse l'esprit. Et quand c'était le cas, il ne ressentait pas de colère, juste quelque chose qui s'apparentait à de la pitié mêlée d'indifférence. Elle avait fait ses choix. Il avait fait les siens. Et pour la première fois depuis bien longtemps, Antoine Lefebvre vivait une relation où la confiance n'était pas une question, mais une garantie absolue. Et cela, réalisait-il, valait infiniment plus que n'importe quelle excitation éphémère que Mathilde avait désespérément poursuivie.